Hello, nous c'est Léa et Pauline, passionnées de tech. Vous écoutez Erreur 404, le podcast où l'on échange, on discute et on vulgarise la tech qui fait du bien. Parfois high-tech, parfois low-tech, mais toujours avec curiosité. Dans les transports, en cuisinant, en faisant du sport ou juste pour faire passer le temps. Laissez-vous embarquer dans nos discussions avec des invités passionnés. Mais attention, une fois lancé, vous risquez d'avoir envie de continuer. Comme disait Alain, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. Vous écoutez un nouvel épisode d'Erreur 404. Bonne écoute! Rudolf Virchow, grand médecin allemand du XIXe siècle, dans un contexte qui opposait les créationnistes aux fervents défenseurs de l'évolution, a dit « Omnis cellula et cellula, là où apparaît une cellule, il doit y avoir une autre cellule auparavant ». Cette phrase sera-t-elle toujours vraie dans quelques années ou décennies au regard des recherches entreprises pour la création de cellules dites artificielles ? Ce rêve n'est pas seulement celui de Prométhée pour la création artificielle de la vie, mais offre un champ d'application entre solutions thérapeutiques ou compréhension de la vie sur Terre. Feynman disait « Ce que je ne peux pas créer, je ne comprends pas ». Chercher à construire une cellule artificielle est-elle un désir anthropocentriste, supplémentaire, ou une façon de comprendre davantage comment fonctionne la mécanique cellulaire ? Nous vous invitons dans cet épisode à découvrir et à questionner avec nous les défis technologiques, éthiques et philosophiques de la création des cellules artificielles. Hello, moi c'est Léa, je suis doctorante en physico-chimie à l'ESPCI et je suis avec Pauline. Bonjour tout le monde, je suis Pauline, ingénieure du numérique. Aujourd'hui nous accueillons Manuel Théry, chercheur s'intéressant particulièrement aux questions du cytosquelette et de morphogénèse, qui a notamment impulsé une série de cours-conférences au sein du département de biologie de l'École normale supérieure pour discuter, questionner, comprendre la thématique des cellules artificielles. Bienvenue. Donc on est très heureuse en tout cas de vous accueillir dans le podcast parce qu'on est persuadé que la thématique des cellules artificielles doit être justement un sujet ouvert à la discussion au public. Et justement, donc question et pas des moindres, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre parcours de chercheur ? Bonjour, je m'appelle Manuel Théry, je suis chercheur au commissariat à l'énergie atomique. Au début de ma formation, j'étais intéressé par les matériaux, la matière, la structure, la chimie de comment c'est fait, et puis les alliages, des choses comme ça. Et au cours de ma formation, j'ai vu des structures biologiques et je leur ai trouvé une forme, une architecture particulière et je me suis dit, ah mais ça c'est une façon différente d'organiser les choses que j'avais pas vraiment, auquel j'avais pas trop réfléchi. Et donc j'ai voulu juste jeter un œil pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et je suis tombé dedans. Et donc depuis, je fais de la recherche en biologie. Merci beaucoup pour cette présentation. On a deux questions traditionnelles dans le podcast pour cerner un peu comment l'invité est positionné par rapport à la tech. Les deux questions, c'est qu'est-ce qui vous passionne dans la tech et qu'est-ce que vous voudriez voir arriver ou au contraire ne pas arriver du tout ? Ce qui me passionne dans la tech, c'est le détournement. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, la tech procède par le fait qu'il y a un besoin, il y a quelqu'un qui va imaginer une solution technologique pour satisfaire ce besoin. Mais une fois que le dispositif ou l'objet est mis dans l'espace public, les gens y ont accès et peuvent le détourner, en faire autre chose. Et ça, c'est un moteur pour le faire changer et faire évoluer cette technologie. Et ça, je trouve ça chouette. Cet été, en Corse, j'ai vu une grand-mère arriver avec un foil et une pompe et elle a gonflé sa voile et elle est partie faire du kite. Et j'ai halluciné juste parce qu'elle avait ces outils qui ont été détournés pour le rendre possible et permettre ça. Et je me suis dit, mais avant les kitesurfers, c'était des espèces de bodybuildés qui avaient des kilos de matériel et qui faisaient ça tous les jours pour pouvoir en faire. Et là, je vois une grand-mère qui part et qui décolle direct comme ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Comme quoi, détourner un petit peu la tech, ça peut aider sur certaines choses. Et ce que je voudrais pas voir arriver, alors malheureusement, je pense qu'une partie c'est déjà arrivé, c'est les data centers. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment une limite qu'on a atteint qui était particulière, qui concerne d'ailleurs des choses dont on va parler au sujet de l'information. Oui. Et donc, ce stockage de l'information, à mon avis, il est intrinsèquement nocif de par ce dont il est fait et ce qu'il engage comme consommation énergétique et comme fonctionnement de circulation de l'information. Donc je pense que il y a tout faux dans les data centers parce que l'information ne doit pas être stockée, elle doit circuler, elle ne doit pas être figée, elle doit être dynamique et changeable. Et le seul avantage qu'on peut leur trouver, c'est d'avoir montré au monde
le coût énergétique Oui. de l'information, que c'est pas un truc en l'air, on a juste vu combien ça consommait et ça, quelque part, ça avait fait une forme d'alerte. Mais sinon, le fonctionnement, le fait que ça nous piège notre identité, je pense que ça contrevient à des règles fondamentales du vivant et qui, là-dedans, sont pris de court et sont vraiment utilisés à mauvais escient, purement commercial, et il y a un vrai problème de société avec ça. Mais celle que je ne voudrais pas voir arriver, c'est l'immortalité des hommes. Parce que ceux qui ont les pouvoirs en ce moment, financiers, politiques, sont tous en train de mettre en œuvre tout ce qu'ils peuvent pour ne pas mourir. Et s'ils y arrivent, là c'est grave. Ouais, surtout qu'il y a déjà des centres comme ça là, qui existent aux États-Unis où on peut se faire cryogéniser. Et ouais, il y a déjà énormément de personnes qui font déjà appel à ces tests-là. Et pareil, c'est fait en plein milieu d'un désert, du coup, où il y a des températures hyper négatives justement pour conserver les corps, qui ne sont pas forcément du coup hyper éthiques et écologiques. Exactement. Mais en fait, ça fait peur parce que c'est des sujets très science-fiction et en fait de savoir qu'il y a des gens justement qui visent, même d'un point de vue philosophique, je pense qu'ils se souviennent plus très bien des cours de philosophie à l'école, mais la vie a aussi sa valeur parce qu'il y a une fin. Exactement, c'est pas du tout science-fiction, c'est science réelle de maintenant. Et aujourd'hui, il y a des vers de terre, des vers dont on augmente la vie, qu'on multiplie plusieurs fois. C'est vraiment en train d'être mis en place très activement. Et donc, ça, faudrait qu'on y réfléchisse pour savoir si on décide collectivement d'empêcher ça ou pas. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses et ces questions. Pour résumer l'épisode qui va se dérouler, avec Léa, on aimerait découvrir ce que c'est une cellule artificielle, découvrir les recherches actuelles et notamment comprendre vos travaux que vous réalisez du coup au sein de Cytomorpholab, et ainsi proposer un petit peu des questions philosophiques et éthiques qu'on a pu justement recueillir autour de nous. Donc pour poser un petit peu les bases, est-ce que vous pouvez justement nous rappeler qu'est-ce que c'est une cellule ? Cette brique élémentaire du vivant, et notamment faire la différence entre une cellule eucaryote et procaryote. Comme vous le dites très justement, c'est la brique élémentaire du vivant. Et même le terme est bien choisi, puisqu'elles ont souvent une forme de brique. Et en plus, elles peuvent être empilées pour faire des systèmes vivants à plusieurs briques. Mais c'est vrai que c'est l'objet minimal qui contient la vie. Et il y en a dans tous les systèmes vivants. Que ce soit des plantes, des champignons, des bactéries, des animaux, tous sont faits de cellules, et la plupart sont faits que d'une seule cellule. C'est une seule cellule. Toutes les bactéries, il y a beaucoup plus d'organismes faits d'une cellule que d'organismes faits de plein de cellules. Nous, on nous regarde, donc nous, on est fait de plein de cellules, 10 000 milliards, un truc comme ça, de cellules, mais la plupart sont faites d'une seule cellule. Et à un moment de l'évolution, certaines ont trouvé que c'était intéressant de s'associer et ont créé des organismes multicellulaires. Et ce qui est étonnant, c'est que ces cellules fonctionnent toutes de la même façon, avec des molécules similaires. Et c'est ça qui fait penser qu'elles viennent tous de la même origine, parce qu'elles fonctionnent toutes pareilles. Et c'est ces principes communs qui nous intéressent quand on cherche la cellule artificielle. C'est quels sont les principes qu'il faudra mettre si on veut faire une cellule. Parce qu'elles ont effectivement leur diversité, mais elles ont leurs points communs, et c'est ces points communs qu'on cherche à identifier et à remettre en œuvre. La cellule prokaryote, eucaryote, c'est pas hyper différent. La seule différence, c'est que l'ADN, il est emballé ou pas emballé, mais sinon, et que généralement, les cellules eucaryotes, donc pour qui ont un noyau, c'est-à-dire dans lequel l'ADN est emballé, ont un ADN plus grand. Mais globalement, sur les règles communes dont je parlais, c'est la même chose. Parfait. En tout cas, j'espère que les auditeurs auront les bases pour la suite de l'épisode. Des petites révisions de bio. Justement, c'est un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit. Quand on cherche à concevoir des cellules artificielles, ça nous mène aussi à nous poser la question, c'est quoi la vie ? Et quelles sont les propriétés des cellules biologiques qui sont justement communes à toutes les cellules, qu'elles soient eucaryotes, prokaryotes, d'organismes unicellulaires ou avec plusieurs cellules, lesquelles nous cherchons à reproduire. C'est lesquelles les propriétés essentielles de la vie qu'on veut reproduire dans une cellule artificielle.
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la définition Oui. de la vie et je ne vais pas vous permettre de progresser beaucoup là-dessus. Mais globalement, si vous regardez un livre de biologie, on va dire que une cellule, donc le vivant est fait de cellules et ces cellules, c'est donc un compartiment. Donc c'est d'abord une interface et un emballage qui est perméable. Il n'est pas fermé. L'intérieur de la cellule n'est pas isolé de l'extérieur. Donc c'est un emballage perméable dans lequel il y a de l'ADN. Et l'ADN va permettre la production de protéines. Et ces protéines vont permettre de reproduire l'ADN. Donc il y a ce mécanisme circulaire. Et globalement, c'est ça. Simplement, c'est plus compliqué que ça parce qu'il faut produire beaucoup de protéines différentes pour réussir à reproduire l'ADN, etc. Mais globalement, c'est ça. Mais en fait, ce qui compte, c'est le principe. C'est-à-dire que ce soit l'ADN, on ne sait pas si c'est une longue molécule. Les protéines, là, on ne sait pas ce que c'est. C'est aussi des grosses molécules. Mais le principe, c'est surtout d'avoir ce système où il y a un couple entre une molécule qui produit une autre, et cette deuxième molécule produit la première, et la première molécule produit la deuxième, et comme ça s'emballe. Oui. Et ça grossit. Et donc, si on doit prendre une image, la cellule, c'est comme une gélule dans laquelle on a mis de la mousse expansive. Parce que c'est quelque chose qui va croître et grossir, et grossir, et grossir. Et donc, à un moment, la gélule, elle pète. Et donc, mais heureusement, la membrane de la gélule, elle se referme, ça fait 2 gélules, ça continue à croître. Et donc, c'est ce mécanisme de croissance auto-catalytique, c'est-à-dire qu'elle-même se produit elle-même. Donc, c'est quelque chose qui s'auto-multiplie et qui reste emballé. Et si ça reste emballé, ça c'est intéressant. C'est important que ce soit emballé, c'est pas juste de la mousse auto-expansive comme ça. C'est qu'en fait, pour faire cette amplification, ça demande de l'énergie. Et donc, dans les multiples molécules que produit l'ADN, il produit aussi le système de production d'énergie. Et celui-ci, on ne veut pas qu'il se diffuse dans la mer. On veut qu'il reste associé à notre structure qu'on est en train d'amplifier. Donc, en fait, on est obligé d'être compartimenté pour que les ressources qu'on met en œuvre ne servent qu'à notre ADN. Et donc, c'est ce principe de membrane, de gélule qui va se refermer. Dès que la gélule pète, hop, elle se referme. Pour pouvoir maintenir à l'intérieur les ressources et l'énergie pour continuer à faire croître la mousse. C'est juste ça le principe. Très bonne comparaison pour comprendre facilement. Avec la gélule, oui. Justement, on parlait vous avez parlé de cellules minimales. En 2016, Craig Venter et son équipe ont cherché à construire un génome minimal pour identifier les gènes nécessaires à la vie. Ils ont identifié 473 gènes. Après, il faut quand même justement rappeler qu'il y a 1/5 des gènes. En fait, on n'a pas su les associer à leur fonction. Et cette étude, elle a aussi posé question parce qu'il y a des organismes qui ont moins que 473 gènes. Donc, c'est plus quelque chose, peut-être un génome réduit qu'un génome minimal. Mais justement, pourquoi on cherche à définir cette cellule minimale et qu'est-ce que c'est ? C'est parce que la vie, c'est hyper compliqué. Non, la vie, aujourd'hui, est devenue extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 4 milliards d'années qu'elle évolue. Et donc, la diversité dont on parlait au départ, les plantes, les animaux, les champignons, tout ça, en fait, au départ, c'était une seule cellule. C'était Lucas, notre last universal common ancestor. Et donc, Lucas, il ou elle vivait seul. Et puis, il s'est multiplié, a donné plein d'enfants. Et ses enfants ont donné plein d'enfants, qui ont donné plein d'enfants. Et à la force, il y a eu beaucoup de diversité. Et donc, il y a des fonctions. Il y en a qui sont devenues chevelues. Il y en a qui sont devenues mobiles. Et en fait, tous ont acquis des fonctions en plus de celles de la mousse expansive. Et donc, en fait, après, nous, on voit des gélules avec des cheveux, des gélules qui marchent. Et donc, on ne sait pas si les cheveux ou la marche, c'est vraiment important. Ce qu'on veut, c'est le secret de la mousse expansive. Donc, obligé de savoir, ok, si je lui coupais les cheveux, si je lui coupais les pattes, à la fin, qu'est-ce qui reste ? Donc, c'est ça qui fait Craig Venter. Il décide d'enlever le maximum de gènes pour voir quels sont les quelques gènes qui sont absolument indispensables pour que la gélule reste expansive. Mais effectivement, il est parti d'une cellule existante, qui était un mycoplasme, donc qui est un organisme unicellulaire, donc une seule cellule. Et donc, il a réduit, mais en fait, ce mycoplasme, il a évolué, donc il a une combinaison de gènes qui peut être réduite à ces 450. D'ailleurs, s'il refaisait l'expérience, il n'est pas sûr qu'il retrouverait exactement les mêmes, déjà. Il y a plusieurs, peut-être, solutions possibles, minimales. Et s'il était parti d'un autre organisme, il aurait certainement trouvé d'autres combinaisons. Donc, c'est juste que là, il est parti en fait, les cellules d'aujourd'hui,
ont tellement divergé les unes des autres, elles sont tellement diverses que même le secret de la mousse expansive, chacun a changé un peu sa recette. Donc tout le monde n'a plus exactement la même recette. Tout le monde fait de la mousse expansive, mais chacun a un peu sa technique. Justement, on a trouvé à travers des études aussi pour le podcast qu'il y a un autre nom, un autre type de cellules, les protocellules, qui s'intéressent plutôt à l'origine de la vie. Et justement, la question est la suivante. Comment toutes ces recherches nous permettent de retracer l'origine de la vie ? Alors, on va pas pouvoir identifier l'origine de la vie. Je suis désolé de vous décevoir on est un peu déçus, sur ce point-là. Ouais. On va s'en mettre. Mais on va pouvoir imaginer Oui. des scénarios. Donc c'est ça qu'on va faire. C'est qu'on va envisager des scénarios possibles par lesquels ça a pu arriver. Et recommencer au tout début de savoir comment une molécule participe à la fabrication d'une autre molécule et que cette deuxième molécule aide à la formation de la première. Et en fait, d'ailleurs, au début, on peut se dire, si c'est juste pour simplifier, pourquoi c'est pas une molécule qui fabrique elle-même ? Oui. Ce serait quand même le plus simple. Une molécule, quand elle existe, elle chope des atomes autour d'elle et elle refait la même molécule qui chope des atomes et qui refait la même molécule. Bon, voilà, c'est expansif, ça. Et il s'est avéré que c'est possible, d'ailleurs, qu'au début, c'est des choses comme ça qui se sont passées. Donc les gens qui cherchent vraiment, et donc c'est ce qu'on appelait le monde ARN, où au début il n'y avait pas de l'ADN et des protéines, de l'ADN qui faisait de l'ARN qui faisait des protéines. Au début, l'hypothèse c'est qu'il n'y avait que de l'ARN, donc une molécule qui fabriquait de l'ARN. Et c'était juste ça en fait. Donc en fait, les gens travaillent sur ce scénario de départ, mais il s'est avéré que dans l'évolution, probablement que l'ARN s'est mis à catalyser la fabrication d'autres molécules que l'ARN et que ça a eu un avantage. Et en fait, c'est vrai que s'il y a une molécule qui fabrique la même molécule, ça ne peut pas beaucoup évoluer ça. Donc ça fait toujours la même chose. Si à un moment, cette molécule se retrouve dans des conditions défavorables, elle va tout simplement arrêter de se faire. Et c'est peut-être ce qui est arrivé d'ailleurs. Il y avait des formes de vie qui s'auto-reproduisaient comme ça. Puis à un moment, la température a monté ou a descendu et terminé, ça s'est arrêté. Et que celles qui s'étaient associées avec d'autres molécules, elles ont permis peut-être de changer un peu leur type de réaction et ont continué. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parmi les milliers, peut-être même les milliards, peut-être même les milliards de tentatives de type moléculaire qui ont essayé de s'auto-reproduire, ce qu'on voit, c'est celles qui ont tenu. Et en fait, c'est ça le mystère, c'est de comprendre pourquoi il y a des solutions qui ont résisté autant dans le temps. Mais il y en a eu probablement plein. Et ce qui est fou, c'est même étonnant qu'il n'y ait qu'une vie sur Terre. Il pourrait y avoir plein de vies sur Terre. Et d'ailleurs, en fait, les gens qui réfléchissent à ces concepts-là, ils parlent de caractériser la vie telle qu'on la connaît. Mais ils réfléchissent au principe de savoir est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres formes de vie. Et si on devait trouver de la vie dans un autre système galactique, on va peut-être pas trouver, probablement pas trouver de l'ADN, mais on cherche de la mousse expansive. C'est ça qu'on cherche. C'est un système autocatalytique qui s'auto-reproduit et puis qui s'adapte, évolue, change, etc. Donc en fait, donc les gens qui font des protocellules, ils recommencent au début, ils disent on va recommencer avec le plus simple. On va prendre une molécule qui fait une autre molécule, et puis déjà on va voir ça, comment ça évolue. Et ça, c'est le Graal. Aujourd'hui, par exemple, les chercheurs qui vont trouver l'ARN dont la structure, la forme de la molécule qui catalyse la fabrication du même ARN, donc une séquence qui soit auto-réplicatrice, eux, ils auront trouvé. Ça n'existe pas aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Mais ça, c'est une des premiers milestones à atteindre. Trouver la séquence d'ARN auto-réplicatrice, ce sera la première molécule qui permet de fabriquer elle-même. C'est comme des robots qui fabriquent des robots. Sauf que là, c'est des molécules qui fabriquent les mêmes molécules. Et ce sera le début. Et après, à partir de là, on pourra comprendre l'intérêt d'avoir fabriqué pas que le même robot, mais d'avoir fabriqué des robots et autre chose. Et qu'à un moment, il y a eu un couplage entre le robot et le autre chose qui ont fait qu'on n'a pas fait que des robots, mais qu'on a fait des choses différentes. Et que c'est comme ça qu'en fait, notre système est devenu aussi robuste. C'est trop intéressant de se dire que, de toute façon, oui, tout partait d'une molécule, mais
on a tendance, je trouve, à l'oublier au vu de la diversité en fait aujourd'hui, même entre les êtres vivants classiques. De dire qu'on finalement on a des points communs avec le pissenlit, quoi. Avant de passer à notre partie qui sera plus liée à la recherche actuelle, on aurait aimé discuter justement des 2 approches essentielles dans la création et la recherche autour des cellules artificielles, parce que justement aussi nos auditeurs et auditrices ils poursuivent un peu leur recherche après l'écoute du podcast, ils vont tomber sur ces 2 approches, les approches top-down et bottom-up. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, top-down, c'est on part du top, donc du compliqué, et on descend vers le simple. Et le bottom-up, on part du plus simple et on le complexifie. Et l'idée, c'est d'arriver à une cellule, donc minimale. Et donc, top-down, on prend des cellules, c'est un peu l'approche Craig Venter, on prend des cellules et on enlève tout ce qui n'est pas indispensable et on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut pour que cette cellule continue à proliférer et à croître. Et puis on le refait plusieurs fois parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la première solution c'était peut-être pas la seule. Et donc on recommence et à force on va trouver 450 gènes. La fois d'après on en trouvera peut-être 460, après on aura peut-être 500 mais qui seront différents et on va regarder ce qu'ils ont en commun. Okay. Et de continuer à identifier comme ça jusqu'où on peut simplifier les cellules existantes pour qu'elles restent vivantes. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les cellules artificielles, ils l'ont appelé comme ça alors bon, le mec est un peu spécial, il a donné son nom à la cellule, mais la JC Venter Synthetic One, après ils ont fait la 2, la 3, c'est eux aujourd'hui qui se targuent d'avoir les cellules minimales. Ceux qui font bottom-up, dont je fais partie, partent des molécules, ils prennent que de l'ARN, ou ils prennent que certaines protéines, et ils regardent comment ces protéines interagissent et fonctionnent pour reconstituer des fonctions du vivant. Donc les fonctions essentielles. Donc les fonctions essentielles qui vont être, par exemple, transformer l'énergie lumineuse en une énergie chimique, transformer une énergie chimique en travail mécanique, produire des protéines, détruire des protéines, stocker de l'information, transmettre de l'information, traiter de l'information, proliférer, se diviser, enfin tout plein de fonctions qu'on pourrait lister qui sont considérées comme essentielles à la vie. Essayer juste avec un nombre minimum de protéines, refaire ça. Refaire un objet qui se coupe en deux. Refaire un objet qui n'arrête pas de gonfler. Faire un objet qui bouge. Faire un objet qui bouge dans une direction donnée. Ou même faire un objet qui se divise dans certaines conditions, mais qui arrête de le faire dans d'autres. Faire un objet qui se divise de façon asymétrique. Donc voilà, tout plein de fonctions de base qui vont permettre au système et de croître et en même temps de... Une autre propriété, c'est pas simplement de croître, parce que quand on fait que croître, on consomme toutes les ressources. Et un système qui croît, et qui s'auto-amplifie, qui est exponentiel comme ça, il va aussi consommer toutes les ressources. À un moment, il a épuisé toutes les ressources, il est mort. Enfin, il ne peut plus continuer, donc c'est terminé. Donc pour que le système dure dans le temps, il faut qu'il soit capable d'être autocatalytique, il va s'expandre comme ça, mais il y a des moments où il faut qu'il sache s'arrêter et se réguler, détruire une partie, pour que les composants puissent être réutilisés par ceux qui restent et qui vont continuer à... C'est comme un arbre. En fait, un arbre, il perd des branches. Un arbre, il pousse. Chaque branche permet de faire plein de branches. Et en fait, quand on regarde un arbre, on voit qu'il y a de plus en plus de branches quand on va vers le bord. Et en fait, à un moment, il faut perdre des branches. Parce que sinon, le système, il s'étouffe. Et là, c'est pareil. Donc, il faut que le système apprenne à se détruire pour pouvoir continuer à croître. Donc ça aussi, c'est une fonction essentielle de savoir détruire pour reconstruire. Donc voilà, c'est des fonctions que essaient de reproduire les gens qui font du bottom-up. Mais la question qui se pose pour eux, c'est on part de quoi ? Oui. De quoi on a le droit de partir ? Est-ce qu'il faut partir que de l'ARN, puisque c'était le monde primitif, ou est-ce qu'on a le droit de partir de protéines ? Mais c'est-à-dire que ces protéines, elles ont été faites par un ADN. Et donc là, on stoppe on squeeze certaines étapes. On part pas vraiment du début. Mais même si on repart vraiment du début, il faut attendre 4 milliards d'années d'évolution avant d'arriver au système tel qu'il fonctionne. Donc c'est un peu long pour la manip. Donc on va partir des protéines et on va essayer de faire certaines choses avec ces protéines. Ouais, on a cette belle différence entre les deux et de savoir que vous partez de quoi du coup aujourd'hui ? Alors nous, on part des protéines et on a 2 stratégies, et c'est la plupart des gens qui font l'approche bottom-up, comme ça, qui ont 2 stratégies. Soit on prend les protéines qui existent déjà, donc dans des organismes vivants. Donc on prend des tissus,
des cuisses de lapin, du cerveau de bœuf, pour ce qui nous concerne. Et on récupère les protéines d'intérêt dans ces organes ou dans des cellules qu'on a en culture, dans lesquelles on va récupérer les protéines d'intérêt. Et quand on n'en a pas assez, ou qu'elles n'ont pas la structure qu'on veut, on modifie le génome d'une bactérie pour qu'elle fabrique la cellule qui nous intéresse. La bactérie, elle se met à fabriquer tout ça, puis après, on ouvre les bactéries et on récupère tout ce qu'elles ont produit pour nous. Donc, on fait fabriquer la protéine si on n'arrive pas à la récupérer facilement ailleurs. Mais c'est vrai que c'est plus pratique que d'attendre 4 milliards d'années pour le doctorant, c'est pas... C'est clair. Justement, là, on arrive à notre question sur la recherche actuelle en termes de cellules artificielles. L'année dernière, j'avais pu suivre le cours d'Artificial Cells et j'avais été frappée de la diversité des experts, que c'était pas justement tous des biologistes de synthèse, il y avait des chimistes, des physiciens, et c'était très, même des philosophes aussi. Ouais. Et moi, il y avait plein de choses qui m'avaient étonnée, mais je voulais savoir si, justement, en étant dans le domaine et en ayant organisé le cours, est-ce qu'il y a des études qui vous ont surpris, qui vous ont étonné parmi le travail de vos collègues? C'est vrai que ce cours était vraiment particulier. Moi, j'étais le premier élève le plus intéressé par le cours, parce que si j'avais réuni tous ces chercheurs et chercheuses, c'est parce qu'ils parlaient de choses que je ne comprenais pas, j'avais envie d'en savoir plus, donc j'ai appris énormément à chaque cours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'amusais à en faire la restitution au cours suivant pour vous partager avec vous que moi aussi, j'étais en train d'apprendre. La première chose qui m'a marqué, c'est le cours d'introduction de Ludovic Julien, donc qui dirige un département de chimie à l'école normale, qui lui, il y a énormément de réactions chimiques, et donc lui, il vient nous dire c'est quoi la réaction chimique du vivant. Et gros défi. Et il explique que c'est des réactions circulaires, couplées. Et donc, moi, tout de suite, ça m'a marqué, parce qu'en fait, petit, quand je dessinais des machines, je dessinais des engrenages. Et donc, quand je m'amusais à dessiner des machines incroyables, plus elles avaient d'engrenages, plus elles étaient incroyables. Avec des engrenages qui tiraient sur des cordes et tout ça. Et là, il dessine ça. C'est-à-dire qu'il dessine des réactions. C'est pas une réaction qui A donne B, donne C, comme ça, et c'est des trucs qui s'enchaînent. C'est A donne B, donne C, qui redonne A, et tout d'un coup, il fait un cercle. Et il dit, et ce cercle-là, parce qu'il fait ça, va produire quelque chose qui va permettre d'alimenter un autre cercle. Et là, il fait des engrenages chimiques. Et c'est là que ça a commencé. Et là, je fais, waouh! Et là, c'est ça, en fait, la truc, c'est que on va pas du début à la fin. On tourne en rond, et chaque réaction chimique permet d'en alimenter une autre, qui permet d'en alimenter une autre. Et là, j'avoue que j'étais fasciné par cette intro à la chimie du vivant. Et l'autre point qui m'a vraiment marqué, c'était le cours de Marie-Christine Morel, qui nous parlait des origines du vivant. Donc en tandem avec Philippe Enguet, justement, où il parlait des mécanismes, le monde primitif, ARN. Ils expliquaient qu'en fait, il n'y a pas eu... C'est pas un mécanisme qui était meilleur que les autres, c'est un mécanisme qui a pu durer dans certaines conditions. Donc en fait, c'est pas le mécanisme qui est le bon, c'est une association entre un mécanisme et son environnement. Et que de la même manière, la cellule, elle n'a pas de sens de façon isolée. La cellule, c'est un couple entre la cellule et son environnement. Une cellule, elle est en vie dans un environnement donné, dans un autre environnement, elle n'est pas en vie, elle n'est pas intrinsèquement en vie. Comme nous, on n'est pas intrinsèquement en vie. On nous met dans le désert, rapidement, c'est terminé. On est en vie ici. Dans ces conditions, on peut se nourrir de la façon dont on se nourrit. Et bien pour chaque cellule, c'est pareil. La cellule n'est pas intrinsèquement vivante. Donc en fait, la vie, c'est un couple entre un mécanisme autoréplicatif et son environnement qui le permet. Et donc en fait, et ce qui a duré, c'est les formes de réactions chimiques et les assemblages physiques qui se sont trouvés dans des environnements permissifs. Et qu'il y a peut-être des super solutions qui étaient peut-être encore qui auraient pu devenir plus efficaces, mais qui, à un moment, se sont trouvés confrontés à une température plus élevée, un pH un peu trop acide, un peu trop basique, des fumées qui sortent du fond de la mer, qui ont tout cramé ce que les réactions étaient en train de faire, et le truc s'est arrêté. Il y a plein de solutions qui sont arrêtées parce qu'elles ne sont pas été dans le bon environnement au bon moment. Et celle qu'on a vue, celle qu'on voit, c'est celle qui était dans le bon environnement au bon moment. Et en fait, c'était ce tandem entre le vivant intrinsèque et son environnement. Moi, j'étais pas sensible à ça. Je cherchais le vivant, l'objet lui-même,
Et j'avais pas envisagé qu'en fait, pour comprendre le vivant, c'était le couplage objet-environnement. Ça, c'était riche. J'avais été hyper étonnée aussi de Alice Le Breton, et qui avait présenté sur la chiralité. Donc la chiralité, ça vient du grec ker, qui signifie la main. C'est la propriété de ne pas être superposable à son image dans le miroir. C'est un peu comme une vis aussi, qui tourne dans un sens ou dans un autre. Exactement. Et elle expliquait justement que la nature et la biologie de synthèse produisaient des chiralités différentes, donc des vis qui ne tournent pas dans le même sens. Et j'avais trouvé ça fou parce que c'était comme si la biologie de synthèse était capable en fait de créer presque une vie parallèle qu'on ne peut plus contrôler avec les vis qu'on a nous dans le vivant, mais par contre qui peuvent aussi pas nous attaquer parce que elles tournent pas dans le bon sens. C'est vrai que ça posait aussi la question, l'ADN c'est une hélice, donc elle tourne, c'est comme une vis, comme vous venez de dire, c'est une hélice droite. Oui. Alors je sais plus si elle est droite ou gauche, je crois qu'elle est droite. Et elle pose la question de savoir, est-ce que la vie aurait pu exister si l'hélice avait été gauche ? Alors 2 possibilités, soit la vie n'est pas possible quand l'hélice est gauche, pour une raison incroyable qu'on a envie de comprendre, soit tout simplement il y avait des hélices droites, des hélices gauches, mais l'hélice gauche s'est retrouvée dans un environnement pas favorable et elle a disparu, mais elle aurait tout à fait pu continuer et c'est juste un coup de pas de bol et la vie est devenue basée sur des hélices droites. Et donc pour répondre à cette question, il y en a qui essayent de faire de la vie à base d'hélices gauches et de savoir est-ce que ça peut fonctionner ou pas. Et ça pose des questions, il y a des vrais dangers à faire émerger une autre forme de vie qui soit gauche. Et il y a des vraies questions qui étaient fascinantes qu'elle a pu soulever. Et c'est vrai que quelque part, elle nous a amené avec une question très technique à se poser des questions vraiment philosophiques importantes sur le risque ou pas de faire émerger d'autres formes de vie. Et j'ai trouvé ça, j'ai vu que tout le monde réagissait à ça. Tous les étudiants étaient sensibles. Tout d'un coup, il y avait un truc concret en fait. Ok, ça c'est possible. Est-ce qu'on le fait ou pas ? D'ailleurs, il y a eu un emballement médiatique autour de cette question qui s'est fait un peu à ce moment-là. Et donc, on s'est tous retrouvés dans notre cours au cœur de l'actualité sur comprendre la vie miroir. Et depuis, tous les journaux ont fait des gros titres sur l'émergence d'une vie en miroir de celle qui existe aujourd'hui et de ses dangers possibles. Et ça nous a remis au cœur de l'actualité et avec des vraies questions de fond sur pourquoi c'est intéressant. Parce qu'en fait, la vie gauche, elle est intéressante. Est-ce qu'elle peut exister ou pas ? Et pourquoi elle n'est pas là ? Et pourquoi, effectivement, comme vous le disiez, nos réactions chimiques, quand on fabrique des molécules, on fabrique autant de gauche que de droite. Et la vie, l'ADN, c'est une hélice droite, et les protéines, elles sont des hélices gauches, et on ne produit pas des hélices droites. Donc il y a quelque chose de très particulier là-dedans à comprendre. Là, il y a vraiment un mystère à percer. J'avais trouvé ça fascinant. Et puis justement, ça emmène des questions très techniques vers quelque chose qui est totalement science-fiction. Et j'étais pas prête à la transition, je crois. Et justement, pour faire un parallèle avec ça, du coup, ce sont des différents types de recherches qu'on fait. Là, justement, si on fait le parallèle avec l'hélice gauche, plutôt sur le côté logistique, comment justement on finance ce genre de recherche pour comprendre les différents enjeux et notamment, surtout, qu'il y a énormément de disciplines qui se mélangent au final. Pas très bien. Ça se finance pas très bien parce que justement, c'est pas facile parce que on n'est pas en pointe d'une discipline donnée, donc c'est à l'interface entre plusieurs disciplines et donc souvent ça fait que les experts qui vont analyser le projet ne sont pas spécialistes toute leur discipline n'est pas représentée, c'est peut-être pas assez approfondi pour ce qui se fait dans leur discipline et puis ce qui concerne l'autre discipline, ils y connaissent pas grand-chose donc ils sont pas capables d'apprécier, donc en fait de réussir à dire moi je vais faire quelque chose au milieu, c'est un peu frustrant pour tout le monde et donc c'est assez difficile à faire financer. Et à passer ces niveaux de sélection. Et les enjeux dont on parle aussi, souvent on peut motiver des gens en disant je vais réussir à fabriquer tel dispositif qui va avoir des applications intéressantes, utiles tout de suite. Et l'autre problème, c'est que les applications possibles sont à très long terme. Et donc on ne peut pas dire à la fin de mon projet, je vais fabriquer telle chose qui va servir à ça. Non, on va faire un pas dans la bonne direction, mais on va pas réussir à fabriquer de cellules vivantes à la fin du projet. Moi, j'espère que de mon vivant, je verrai des équipes fabriquer des cellules artificielles, mais c'est même pas sûr. Donc, les applications sont pas pour tout de suite, et ça aussi, c'est assez décourageant
surtout dans une société qui veut des résultats Ouais, tout de sonnants suite, et trébuchants tout de suite. Très Des concret, ouais. Positif déjà. Oui. Et après aussi, effectivement, Ouais. c'est utilisable tout de suite. Ouais. Après, des résultats négatifs, en l'occurrence, ça pourrait être aussi intéressant parce que, Oui. comme on le disait, il y a toute la vie qui n'a pas tenu. Ouais. Et s'intéresser à comprendre des couplages de réactions chimiques et des systèmes d'emballage physique dynamique qui ne marchent pas et qui donc n'ont pas duré, et pourquoi notre système a duré et d'autres n'ont pas duré, de comprendre la limite entre ça et donc identifier tout ce qui ne marche pas. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de solutions qui n'ont pas marché. En fait, on voit la seule solution qui a marché, mais ça serait assez intéressant d'essayer de cataloguer tout ce qui n'a pas marché. Ça pourrait être vu comme un résultat négatif parce qu'on n'aura pas reproduit la vie, on aura reproduit la vie, l'échec de la vie. Mais il faut en comprendre soi, les ce serait échecs intéressant. pour, avoir la suite. Au sein de votre laboratoire, quelle stratégie employez-vous et quelle est l'importance du cytosquelette et de la morphogénèse dans la construction d'une cellule artificielle ? Alors la morphogénèse, c'est la genèse des formes. Donc c'est comment des formes apparaissent de nulle part. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y a eu une soupe primitive où il y a des molécules qui fabriquaient la même molécule, voire une deuxième qui fabriquait la première, mais tout ça c'était dans la mer, dans le jus. Et à un moment, on a décidé de compartimenter ça de manière à ce que les efforts produits bénéficient uniquement à la molécule qui avait produit ces efforts. Enfin, c'est arrivé. Donc la compartimentation, c'est vraiment une des premières étapes pour commencer à faire des cellules. Donc fabriquer le compartiment, faire apparaître une bulle au milieu de la mer et une bulle de liquide au milieu du liquide. Donc il y a un vrai problème de physico-chimie intéressant là. Comment on compartimente ? Parce qu'aujourd'hui, on dit, les cellules, elles ont des membranes avec des lipides, ou elles ont des murs, quand c'est des levures ou des plantes, elles ont des parois rigides, mais c'est pas apparu tout d'un coup, boum, allez hop, je prends une paroi. Ouais. Genre, au début, c'était que de l'eau et des molécules, et puis il a bien fallu faire une goutte de quelque chose dans de l'eau et qu'il se passe quelque chose là-dedans. Donc, il y a des vrais problèmes d'apparition des formes. Donc nous, on s'intéresse à savoir comment, à partir d'un mélange homogène, il y a des formes qui peuvent apparaître. Et ensuite, ces formes, on essaie de comprendre comment elles évoluent, ces objets qui se fabriquent, comment ils se coupent en deux, comment ils peuvent changer de forme et donc se déplacer, et ce que font toutes nos cellules. Et donc notre stratégie, en fait, c'est le cytosquelette, ça va être c'est les squelettes des cellules, donc c'est un réseau de filaments, des réseaux de filaments, parce qu'il y en a plusieurs, qui vont justement construire ces parois et permettre aux cellules de changer de forme, de se déplacer, de s'orienter dans l'espace, de sentir l'environnement, sentir où est-ce qu'il y a à manger, se déplacer vers une source de nourriture, ou au contraire fuir une zone où ce qui devient trop acide, et donc de répondre à l'environnement. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est parce que je disais la cellule, ce qui est intéressant, c'est ce qui compte, c'est l'interaction cellule-environnement. Donc la cellule doit sentir son environnement et y répondre. Et donc ça, elle le fait aussi de façon morphologique, en se déplaçant ou en changeant de forme dans son environnement, en réponse à son environnement, pour s'adapter à son environnement. Et donc nous, on essaie de comprendre ça. En fait, si on regarde dans toute la diversité du vivant, des plantes, des champignons, des bactéries, elles ont toutes 2 réseaux de filaments. Elles n'ont pas un réseau de filaments pour changer leur forme et tout, elles ont 2 réseaux de filaments. C'est pratiquement tout le temps un réseau d'actine, qui est la protéine, une des protéines les plus conservées dans tout le vivant, et un autre réseau qui peut être à base de tubuline ou autre chose, mais il y a 2 types de filaments. Et le premier type de filament, il fait l'emballage. C'est la membrane, c'est le contour, c'est la gélule. Et l'autre réseau de filaments, sa fonction principale, c'est de séparer l'ADN. C'est-à-dire que l'information, cette molécule autoréplicatrice, à un moment, quand on en a fait un doublon, il faut séparer les deux et pour en mettre un dans chaque gélule, pour pas qu'il y ait des gélules qui se retrouvent avec 2 copies et d'autres sans copie. Pour être sûr que le matériel, l'information de départ, soit transmise. Et donc c'est ça, et donc lui il est intérieur, l'autre il est périphérique, premier réseau est périphérique, le deuxième est intérieur. Et donc nous on essaie de reproduire ça, fabriquer ces 2 réseaux sur nos lamelles de verre et de voir comment ils sentent l'environnement,
comment elles changent, comment ça fait apparaître des formes, comment ces formes varient en fonction de l'environnement, et comment ces grandes fonctions de déformation, déplacement, ou de séparation, croissance, extension, et puis de prendre des directions dans l'espace, à partir de, c'est pas simplement prendre une forme, c'est aussi choisir un axe. Il faut les séparer dans la bonne direction, parce que si on a nos 2 gélules qui sont comme ça, et qu'on sépare l'ADN comme ça va pas marcher. Donc il faut trouver des directions dans l'espace. Donc comment des axes préférentiels émergent d'un endroit où il n'y a pas d'information spatiale. Comment on décide de séparer les choses, créer des contraintes dans une direction plus que dans une autre. Au départ, notre objectif, c'était pas de faire des cellules artificielles. On se posait ces questions de morphogénèse et on a vu qu'en fait, elles étaient pertinentes pour les cellules artificielles, et c'est pour ça qu'on est parti un peu dans l'exploration de ce domaine. Donc nous, on fait pas les fonctions les plus essentielles de la cellule artificielle. Les fonctions les plus essentielles, ça va être la transformation de l'énergie pour pouvoir utiliser une énergie pour maintenir l'ordre dans la cellule. Et l'autre fonction, ça va être la croissance, donc la production de protéines et la réplication de l'ADN. Donc ces fonctions, et puis ce système d'homéostasie qui permet de détruire pour reconstruire, pour détruire pour reconstruire. Donc ça, c'est vraiment les mécanismes de base. Nous, on n'est pas vraiment là-dessus, même si dans le cytosquelette, il y a aussi ce couplage construction-destruction permanent qui quelque part capture une des fonctions fondamentales du vivant. Mais nous, c'est vrai qu'on a une approche qui intègre ces questions-là, mais plus sur le côté structure, morphologie, qui n'est pas essentiel, mais qui est important. Sur les lamelles de verre, comment vous allez construire justement ces réseaux ? C'est à partir toujours de molécules biologiques, ou est-ce que parfois vous partez de matériaux inertes qui ressemblent ? Alors aujourd'hui, effectivement, nous, on a en fait, on part que de molécules de protéines, donc de molécules qui participent au vivant, mais comme on veut voir comment ces systèmes répondent à leur environnement, on fabrique des objets pour les stimuler. Ok. Donc on veut interagir avec. Donc c'est des réseaux de filaments, c'est à des échelles minuscules, mais on fabrique des outils microscopiques qu'on manipule pour pouvoir venir appuyer sur la gauche, appuyer sur la droite et voir comment le système réagit, ou l'enfermer dans une boîte. On fait une gélule. On crée un environnement propre. Voilà, on va fabriquer une fausse gélule pour voir comment il se comporte dedans. Et on dit, mais si c'était une gélule en triangle, ou si c'était différent, à quel point le système s'adapte et répond à ça. Et s'il y avait plusieurs choix, s'il pouvait croître, la mousse expansive, elle pouvait partir dans différentes directions, comment il choisit sa direction, des choses comme ça. Enfin, on fabrique des outils. Donc là, il y a vraiment de l'engineering, de micro-fabrication, pour fabriquer des outils, pour discuter avec ces réseaux dynamiques. Justement, par rapport aux propriétés de la vie qu'on a pu définir avant, quelles sont les propriétés où la recherche actuelle a plutôt bien avancé, et à contrario, celles qui n'ont pas du tout avancé et qu'il faudrait justement avoir peut-être un peu plus d'aide? Alors, ça, c'est une bonne question. Globalement, je dirais qu'on s'intéresse beaucoup plus à la construction qu'à la destruction. Okay. Et ça, c'est notre société de consommation surproductrice qui est comme ça. On veut fabriquer le vivant et on ne se concentre pas assez sur le fait qu'il faut aussi le détruire pour qu'il puisse repartir. Mais du point de vue, donc ça, c'est du point de vue global, voilà, les gens vont s'intéresser à la synthèse, fabriquer un truc comme ça, fabriquer ça. Et bien que ce soit aussi important, ils s'intéressent peu à la partie destruction, recyclage. Mais ça viendra, c'est indispensable. Sinon, d'un point de vue technique, ce qui a incroyablement progressé, c'est la synthèse d'un génome. Donc, Craig Venter, non seulement ils ont identifié les gènes minimaux, mais après ils les ont synthétisés. C'est-à-dire qu'ils sont capables, il y a des synthétiseurs d'ADN, des molécules avec des bras, et qui prennent, on a 4 bases ATGC, et ils ont du A, du T, du G, du C, il y a 4 tuyaux, et tac, 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 on les met côte à côte, et puis on fabrique une molécule d'ADN avec la séquence qu'on veut. Et donc on peut faire un génome synthétique. Et ça, c'est quand même un tour de force, et on peut fabriquer un génome, synthétiser un génome, même très grand, ça peut prendre du temps, mais on peut fabriquer un génome avec une certaine quantité d'erreurs, mais globalement, on fait un génome. Ils ont fait un génome. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne suffit pas de prendre ce génome et de le mettre dans une gélule pour que ça démarre. En fait, le gros problème, c'est le démarrage. C'est ce qui s'appelle ignition en anglais. C'est comment on lance le truc. Et
Et ça remonte à la question, l'introduction que vous avez faite, c'est-à-dire toute cellule vient d'une cellule. Et aujourd'hui, est-ce que si on mettait le noyau, toutes les choses qu'on pense importantes et qu'on disait allez, et là, non, ça marche pas. Et donc aujourd'hui, on n'a pas le démarrage. C'est comme si on construisait la voiture, mais il n'y a pas les clés. On n'a pas le démarrage. Craig Venter, dans son institut, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû prendre une cellule, enlever son noyau et son génome, et ensuite ils ont pris leur génome synthétique et ils l'ont mis dedans. Et ça a marché. Mais donc ils ont quand même dû le mettre dans un emballage qui lui-même venait d'une autre cellule. Donc en fait, il y a un truc un peu impossible pour l'instant, et qui le sera peut-être toujours, c'est que la vie vient de la vie. Et que ça se trouve, on ne pourra pas squeezer les 4,5 milliards d'années d'évolution qui ont amené à ça. On ne va pas pouvoir rentrer dans le fil de l'évolution comme ça, parce que on aura beau y mettre tous les composants, en fait, ils s'étaient assemblés les côte à côte, on ne peut pas juste les mélanger. Ça se trouve, il y a peut-être beaucoup d'ordre, en fait. C'est pas juste un sac avec tout qui flotte, c'est pas comme un tube où on mélange les choses et ça marche. Ça se trouve, en fait, certaines molécules sont à proximité d'autres, et ça se transmet. C'est une information qui se propage de cellule en cellule, et qui va juste faire un jus cellulaire, ça va peut-être pas fonctionner. Et donc aujourd'hui, on n'a pas ce démarrage. Et donc ça, c'est un des points importants. Par ailleurs, sur l'autre point important, c'est la production d'énergie. Donc là, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça pour reproduire le métabolisme. Donc le métabolisme, c'est la production d'énergie ou transformation d'énergie dans les cellules, parce qu'en plus, ça va avoir plein d'applications en photovoltaïque, en plein de choses. Donc là-dessus, il y a des progrès importants qui sont faits. Donc ça, c'est quelque chose qui avance bien et qui, pour l'instant, en plus, se finance plutôt bien. Donc ça fonctionne. Mais j'ai jamais vu de gens qui font vraiment de la croissance. C'est-à-dire, on peut produire des protéines. Ça, on arrive à faire un système où une vésicule, donc une gélule, on met de l'ADN dedans et on met un mélange bien défini. Et ce mélange va lire l'ADN et produire les protéines. Ça, c'est possible. Ça, c'est quand même le point le plus avancé. On peut... et si on lui donne un ADN qui code pour... fabriquer la protéine A, il fait la protéine A, fabriquer la protéine B, il fait la protéine B. Le système arrive à lire l'ADN et à produire une protéine, ce qui est quand même énorme. Mais on n'a pas encore... Il fabrique pas... On doit quand même mettre dedans des protéines très compliquées qu'on ne sait pas fabriquer dans ce mélange. Et ce mélange est lui-même issu d'autres cellules. Donc on est toujours un peu en train de prendre des morceaux du vivant, parce qu'on ne peut pas tout refaire from scratch. Et, mais les protéines qu'on fabrique avec ce système-là, ne permettent pas c'est-à-dire qu'on fait la molécule 2. Quand je disais la molécule 1 catalyse la molécule 2, ça en arrive, mais la molécule 2 n'arrive pas à faire de l'ADN. On n'a pas le retour. Donc la boucle n'est pas bouclée encore. Donc ça marche pas. Et quand elle sera bouclée, le système va commencer à s'auto-amplifier. Et là, on n'a pas trop réfléchi à la destruction. Or, il va falloir qu'à un moment, il y ait le frein pour pouvoir détruire ce qu'on a fabriqué, pour revenir à des pièces élémentaires qui pourront être réutilisées. Et ça, on n'a pas ce système qui réutilise. Et qui est pourtant essentiel à la vie. Très intéressant, donc en fait, de voir un peu... pour l'instant, on est encore au commencement, mais effectivement, on n'a pas pensé encore à la fin pour que ça puisse recommencer. Merci beaucoup pour cette plongée dans la recherche actuelle. Et avant de passer à la partie plus sur les défis philosophiques, éthiques, on a une petite question, parce qu'avec Pauline, quand on prépare l'épisode, ce qui est pratique, c'est qu'on ne fait pas du tout la même chose. Donc quand on lit les journaux de médiation ou les articles pour essayer de préparer le sujet, on trouve toujours des mots. Et là, il y a un mot qui est revenu tout le temps, c'est allostérie. Quand on cherche cellules artificielles, et notamment on est tombé sur le papier allostérie, le second secret de la vie. Est-ce que ça a justement un rôle dans les cellules artificielles qu'est-ce que c'est ? Alors là, vous me posez un peu une colle. L'allostérie, c'est un mécanisme d'action à distance, globalement. Ça veut dire que une molécule peut se lier à l'ADN ou à une autre molécule et faire en sorte que quelque chose se passe à l'autre bout, à un autre endroit. Oui. Donc c'est une action à distance. Ça, c'est ce que je sais. Après, pourquoi c'est quoi le second le second secret de la vie. Second secret de la vie. C'est quoi le premier ?
Mais je crois que c'est l'ADN. Ah ok, d'accord. Ouais. Ben, Je sais pas qui a défini ça, mais... alors pour moi, l'ADN, c'est pas le secret de la vie déjà, donc il faudrait qu'on se mette d'accord. Mais puisqu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie qui ne seraient pas basées sur l'ADN. Mais bon, l'ADN, en tout cas, c'est la forme de la vie telle qu'on connaît, c'est vrai. Et bon, après, chacun prêche pour sa paroisse, c'est peut-être ça le second. Oui, je pense. Bon, je sais pas. En tout cas, ce que ça a apporté, qui est quand même effectivement très important, c'est que ça a apporté tous les principes de régulation. C'est-à-dire que dans une réaction normale, il y a des molécules, elles interagissent par certains morceaux de cette molécule, certaines zones de cette molécule, et c'est là où elles interagissent qu'il se passe quelque chose, qu'on va faire une liaison ou couper une liaison. Donc c'est local au niveau de l'interaction. Et donc on a un effet que sur les deux molécules qui viennent d'interagir et dans leur zone d'interaction. Mais là, elles interagissent et ça va se passer de l'autre côté. Et donc ça peut faire que ça se propage. C'est-à-dire que ça peut faire en sorte que on va agir à distance. Et donc en agissant à distance, en gros, ça veut dire que la molécule peut être active ou pas active. Activée ou pas activée. Avant, une réaction, elle a lieu si le composant est présent, absent. Donc il faut que la protéine soit là ou pas là. Et donc c'est du on-off. Là maintenant, la protéine est là, mais il y a une autre protéine qui l'active. Donc il y a la protéine active et pas active. C'est peut-être ça qu'ils appellent le second secret de la vie. Et donc ça peut faire qu'on fait des systèmes de régulation qui font qu'on n'a pas besoin de produire une protéine pour que la réaction ait lieu. On peut juste l'activer et la réaction commence. Et donc en fait, il y a tout un système maintenant de régulation assez subtil. Donc ça devient beaucoup plus subtil que du binaire. Oui. Il peut y avoir des niveaux d'activation et donc ça devient un peu un truc qui est beaucoup, en termes de complexité, qui a énormément augmenté par rapport à juste présence, absence, réaction par réaction. Il y a cette action qui est du coup à distance et qui permet donc de devenir activée et qui propage et qui déclenche, qui peuvent être même des cascades de réactions. Je pense que c'est un peu ça qui est derrière. Mais honnêtement, dans les discussions, en fait, ça c'est intrinsèque aux molécules, aux protéines qu'on utilise. Donc en fait, c'est peut-être un principe très important, mais il est dans la structure, il est déjà intégré dans la structure des protéines avec lesquelles on travaille. Il est inhérent à la structure de l'ADN et à la structure des protéines qui lient l'ADN. Et donc, on n'a pas besoin de le mettre en œuvre. Oui. Quand on utilise des composés qui viennent du vivant, mais on n'a pas besoin, c'est déjà présent. Mais c'est vrai que si on voulait fabriquer une molécule nouvelle, qui ne serait pas l'ADN, qui serait le BDM, et ben cette molécule-là, il faudrait peut-être dans notre conception, qu'on imagine qu'elle puisse avoir ce principe de je lis à un bout et ça change quelque chose à l'autre bout. Mais ça, ce serait dans une biologie totalement synthétique où on crée une autre forme de vie. Aujourd'hui, on essaie de faire des formes de vie compatibles avec la vie telle qu'elle existe. Oui. Mais il y a peut-être des gens encore plus allumés qui essayent de faire des formes de vie qui n'existent pas. Alors là, on est c'est carrément, on est vraiment sur une autre planète. Mais, comment cette recherche a-t-elle été financée? C'est possible. Après, il y a certains organismes qui financent des trucs très très prospectifs, mais il n'y a pas beaucoup de labos qui ont ce privilège. Pour la curiosité. Merci beaucoup. On arrive à notre dernière partie et pas des moindres. Devons-nous tenter de créer des cellules artificielles? On a sollicité l'avis de nos auditeurs et auditrices sur cette question et on aurait aimé vous lire leurs réflexions pour répondre tous ensemble à cette question. Donc les questions, les avis sont anonymes, mais pour donner une idée, on a eu des retraités, une avocate, des ingénieurs plutôt qualité, des ingénieurs chimistes, des doctorants, une médecin. Donc plus ou moins, on va dire, proche du sujet. Donc la première réflexion, je vais la lire, c'est « Je pense que ça peut ouvrir tellement d'opportunités pour l'humanité selon les domaines, comme en santé ou la food industry, mais le côté éthique et risque n'est pas simple non plus en créant de la matière vivante. On joue les apprentis dieux, on peut aussi encore plus diviser les sociétés.
Je peux passer au deuxième. Donc le deuxième, c'est pas vraiment un verbatim, c'est plus une personne qui pensait que les applications telles que les réacteurs cellulaires, elle était plutôt pour, quelque chose de très concret. Mais par contre, elle a plutôt envisagé, par exemple, la réintroduction d'espèces disparues. Comme le dodo, le mammouth, etc. Et là, elle était plutôt partagée, plutôt pour un problème lié à l'environnement, en se disant que peut-être que ça pourrait justement perturber la biodiversité qui existe. Mais par contre, pour les animaux les animaux de laboratoire, ils sont 2 ou 3 à avoir dit qu'ils trouveraient que ce serait une bonne idée. Donc ça aussi, c'est une question pour remplacer éthique. les animaux de laboratoire. Ouais. Donc les rats de laboratoire, ça nous a beaucoup surpris aussi parce que est-ce que finalement, si on arrive à recréer la vie, est-ce que c'est quand même de la vie Et ce qui a fait le plus peur pour 3 ou 4 personnes, c'est la création de bébés parfaits. Donc en quête de la perfection en général. Et donc la peur que ce soit quelque chose qui se monnaie, qui soit accessible à certaines personnes. Et après, il y avait tous ceux qui, on pense, étaient plus proches de tout ce qui était recherche, médecine, qui disaient justement que ce serait super et qu'il faudrait absolument en avoir pour faciliter les recherches, notamment en termes de manque de dons. Voilà. Donc on a un petit peu un avis plutôt négatif sur toutes les ce qui va toucher à l'environnement ou ce qui est en fait très anthropocentré, autour des bébés, etc. Où là c'est plus compliqué. Oui, c'est vrai que l'ensemble de ces réponses parle plus du génie génétique que de recréer la vie. Oui. C'est de savoir à quel point il faut modifier l'ADN et modifier notre ADN. Oui. Et que ça pourrait avoir des avantages pour des systèmes de médicaments, de traitements, ou des inconvénients parce que on va fabriquer de la vie humaine. Alors là, il faut prendre un peu de recul. Quand on fabrique la vie, l'humain, on s'en fiche. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Nous, on va faire une cellule. Si ce domaine arrive à produire une cellule artificielle, ce sera une sorte de bactérie. C'est-à-dire ce sera le plus simple. Donc ça va rajouter quelques organismes unicellulaires parmi les milliers ou millions d'espèces qui existent et milliards de bactéries qui sont déjà sur Terre. Donc on n'est pas du tout en train de faire des bébés artificiels. On espère pouvoir rajouter un objet qui aura cette propriété du vivant. Et par ailleurs, il ne faut pas se tromper sur les applications possibles. En fait, aujourd'hui, si on veut utiliser un vecteur qui soit vivant pour faire quelque chose, soigner, etc., c'est beaucoup plus simple de prendre une cellule existante, de modifier son génome et de faire à cette cellule des tâches de détection de cellules tumorales, détection de pathogènes, etc. Et c'est aujourd'hui une stratégie d'ailleurs. Le génie génétique et la thérapie cellulaire consiste à prendre des cellules, les modifier et à leur faire des tâches particulières. Et pour ça, il y a des enjeux éthiques dont on est bien conscient et qu'on arrive à réguler. Et donc c'est pour ça que c'est possible aujourd'hui de faire de la thérapie cellulaire où il y a des gens qui sont soignés par des cellules modifiées génétiquement qu'on a mis dans leur organisme pour pouvoir soigner des tumeurs, des leucémies, et qui fonctionnent très bien. Donc, et pour ailleurs, on ne s'est pas mis à faire des bébés artificiels, on ne s'est pas mis à faire des clonages humains. Pourtant, c'est le même principe de modifier le génome. Et avec cette capacité de modification du génome de cellules humaines, on a réussi les chercheurs et le réseau qu'ils ont créé autour d'eux de réflexion ont réussi à s'accorder pour faire des objets utiles à la thérapie et pas à faire des embryons modifiés à qui on a enlevé le gène de je ne sais pas quoi. Donc cette capacité à se modérer, elle existe. Mais pourtant, ce n'est pas les enjeux de la cellule artificielle. Ça, c'est les enjeux du génie génétique en général. Et nous, on n'est pas là-dessus. Nous, ce que ce domaine essaie de produire, c'est de produire une cellule vivante et qui ne sera pas humaine. On ne sait pas ce qu'elle sera d'ailleurs, mais elle aura des capacités très réduites parce qu'on va justement aller à la base, donc elle aura juste des capacités de croissance. Et on espère une certaine robustesse par rapport à des variations de l'environnement, mais ses compétences seront très minimales. Et notamment ses compétences défensives.
Alors, il y a quelqu'un qui avait fait cette analogie qui m'avait beaucoup amusé, qui m'avait dit, en fait, si on larguait une cellule artificielle dans la nature, parce que c'est ça le risque, on a peur, les gens disent, ah, ils vont faire une cellule, puis elle va sortir, et puis tout d'un coup, elle va envahir la Terre. Et où elle pourrait, parce qu'elle serait hyper compétente. Il dit, ce serait comme brancher un ordinateur sur Internet sans antivirus. Le temps de vie de la machine, c'est 10 secondes, quoi. Parce que tout de suite, il y a un réseau. Parce qu'en fait, là, autour de nous, c'est la guerre. Tous les organismes se bagarrent pour les ressources. Il y a des virus qui foutent leur ADN dans des bactéries pour pouvoir amplifier leur ADN, des bactéries qui rentrent dans d'autres organismes pour pouvoir utiliser parce qu'il fait chaud et parce qu'il y a des sucres, etc., pour pouvoir proliférer, quitte à détruire cet organisme qui est en train d'en tuer un autre pour pouvoir manger ses ressources. Enfin, c'est la guerre à tous les niveaux. Donc une cellule, elle va arriver là-dedans, elle n'a pas de protection, elle va se faire infecter direct par tous les virus, tous les phages, tous les machins qui vont lui injecter son ADN pour profiter de sa machinerie, pour produire leur ADN plutôt que le sien, et le truc, il va s'arrêter tout de suite. Il va incapable de se propager. Parce que pour ça, il faudrait lui donner des fonctions avancées de reconnaissance du soi, du non-soi, de protection du soi, d'avoir un système immunitaire interne pour détruire l'ADN qui n'est pas le sien, enfin, qui ne sont pas forcément des fonctions vitales qu'on va identifier comme étant le set de ces fonctions nécessaires à juste la croissance. Donc en fait, la cellule de départ, elle va être très fragile et on va beaucoup la protéger. Et on va certainement pas la lâcher dans la nature. Donc, ne vous inquiétez pas. La survie sera très peu... Et je trouve aussi que justement dans les réponses qu'on avait obtenues, il y en avait 2, 3 qui avaient justement fait référence à Prométhée. Est-ce que finalement, par contre, la recherche, d'une manière plus distanciée en fait des applications, est-ce que finalement c'est pas un peu un caprice de l'ego humain de se dire on va recréer la vie parce que... Alors là on est beaucoup plus dans la question effectivement qui se pose. Ceux qui pensent que c'est Dieu qui a créé la vie pensent qu'on joue à Dieu, effectivement. Mais si on pense que c'est pas Dieu qui a créé la vie, mais que c'est une réaction chimique incroyable qui a eu lieu il y a 4,5 milliards d'années et qui a réussi à se propager, à ce moment-là, oui, on joue à recréer cette réaction. Et cette chaîne d'événements et de fonctionnement jusqu'à là. Et donc oui, c'est peut-être la démesure humaine qui nous pousse à aller chercher si loin, mais juste par curiosité, pas par prétention particulière. Parce que à partir du moment où on se dit c'est arrivé, comment c'est possible et on se pose la question de comment ça a pu comment cette réaction a pu durer aussi longtemps. Parce qu'en fait, c'est ça le mystère de la vie. C'est de quelque chose qui dure 4 milliards d'années. C'est-à-dire que la molécule, à partir du moment où on s'est séparé des bactéries, c'était il y a des milliards d'années. Et on a des molécules, il y en a des molécules en commun. L'ARN polymérase, c'est quasiment la même séquence dans une bactérie et chez nous, alors que notre ancêtre commun, il a existé il y a des milliards d'années. Donc ça veut dire que la séquence de l'ARN polymérase a été conservée sur 4 milliards d'années. C'est comme un bouquin qui aurait duré, donc qui sera encore en vie 4 milliards d'années après. Et en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est que... comment on fait pour faire quelque chose qui dure ? Si vous voulez là avoir une information qui dure longtemps, vous allez la graver dans un CD, le CD, on sait qu'il va s'abîmer. Alors on va la graver dans la pierre ou dans le diamant ou dans quelle structure. Après, il faut un truc hyper dur qui va pas bouger. Donc à la limite, si on veut quelque chose qui dure, on fait un matériau, des métaux, des cristaux, des diamants où les liaisons sont tellement fortes que tout va bien tenir comme ça. Et ça va être très dur, très rigide. Et on espère que même si ça bouge et tout, ça tient. Et là, mais en fait, ça va jamais tenir. Parce que le manteau terrestre, il va bouger, les pressions sont telles, les températures sont telles que le truc, en milliards d'années, il va se faire fondre. Il va jamais tenir des milliards d'années. Alors que là, parce qu'on a du mal à se représenter ce que c'est des milliards d'années. On voit bien déjà 1000 ans, ok, 10 000 ans, les pyramides, 5000, 100 000 ans, c'est compliqué. 100 000 ans, je sais pas, c'est le début de l'espèce humaine telle qu'on la connaît. 100 000 ans, on a du mal à se représenter. 1 million, ah non, c'est mort. 1 million, on ne voit pas, on n'arrive pas à se représenter 1 million d'années. Donc, 1000 millions, ah non. Donc en fait, quelque chose qui dure 1000 millions d'années, c'est comme pas penser les distances intersidérales, c'est impossible. Or, ça a duré ce temps-là. Et c'est hyper fragile. C'est des molécules hyper fragiles. Et donc en fait, c'est ça qui est fascinant et c'est ça qui nous intéresse. C'est que pour pouvoir durer ce système, la solution, c'était un système hyper fragile qui
parce qu'il est fragile, se détruit et se reconstruit. Et un système qui est fragile, mais qui code pour sa propre fabrique. C'est comme un livre de recettes où, quand on le lit, ça nous dit comment produire le livre de recettes. Et donc, on fait la recette, là, on fait cuire et on sort, et il sort un livre de recettes. Ah, truc de dingue. Et donc là, après ce livre de recettes, on le lit, on fait la recette, et on sort du four un livre de recettes. Et donc c'est comme ça que le livre dure. Le livre en lui-même, il est en papier, il vaut rien, mais il contient l'information pour faire le livre de recettes. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça qui fait qu'on peut faire quelque chose qui dure alors qu'il est fragile. C'est ce couple entre le livre et le pâtissier, en l'occurrence, ou le lecteur. Et donc moi, j'ai un collègue comme ça, il s'appelle Yves Barral, et il est très intelligent, et il m'a parlé de cette image. Il a vu, c'est un couple livre-lecteur. Et le lecteur copiste. Donc le lecteur, quand il a lu le livre, il sait comment reproduire le livre. Et donc il fait des livres, il copie des livres. Et donc c'est cette association. Et c'est ça qu'on essaie de voir, c'est comment fabriquer un système qui va durer comme ça. Et il ne va pas simplement durer, il va durer et évoluer, être sensible. C'est-à-dire qu'il peut changer. Il peut ne pas être tout le temps le même. Si les réactions changent, si les conditions changent, il peut changer. Le livre peut être réécrit. Oui, aussi. Certaines parties peuvent être réécrites et certaines parties ne peuvent pas être réécrites. La séquence de l'ARN polymérase, on ne touche pas. Par contre, il y a d'autres trucs qu'on peut changer. Et donc c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il va exploser comme la mousse expansive, qui va tester toutes les combinaisons, et puis elles vont tous être soumises à différentes conditions. Certaines vont continuer, d'autres pas continuer. Et là, quelques branches qui arrivent dans les bonnes conditions vont re-exploser à nouveau. Tout va mourir, sauf dans certaines conditions, certaines qui vont durer. Et en fait, c'est ce mécanisme d'éclosion permanente, d'éclosion, tout disparaît, rééclosion, tout disparaît. Et c'est ça, en fait, qu'on essaye de recomprendre. C'est comment une réaction chimique et son emballage physique, ensemble, arrivent à créer cette espèce d'éclosion permanente. On n'essaie pas du tout de faire des bébés artificiels. On n'est vraiment pas là-dedans. Mais par contre, ces matériaux-là qui font ça, eux, ils peuvent être vraiment importants. Parce que ça veut dire que, en fait, la cellule artificielle, c'est aussi des matériaux vivants. Donc en fait, et c'est moi que ça me ramène à mes origines, de ce qui m'intéresse, c'est les matériaux, la structure. C'est que c'est des matériaux qui vont consommer de l'énergie pour se produire eux-mêmes et se détruire eux-mêmes de façon à rester en forme. C'est-à-dire que c'est comme cette table-là, mais si en permanence, elle se nourrissait du CO2 de l'atmosphère pour pouvoir refaire des morceaux de table et se détruire. Elle serait en permanence en train de se détruire de l'intérieur et de se refaire de l'intérieur. C'est-à-dire que s'il y a un pied qui se fend, aucun problème, parce que de toute façon, ce pied est en train de se reconstruire et donc le pied se refait. Et puis si tout d'ailleurs, finalement, il y a un autre objet qui vient se mettre en dessous, le pied, il est plus sous contrainte, ce pied, on va même pas le refaire, parce qu'en fait, il sert plus à rien. Par contre, si on sent qu'il y a un trou qui est en train de se faire, le pied qui était au-dessus, lui, parce qu'il va sentir le trou, il va grossir. Donc c'est des matériaux qui sont vivants, qui sont dynamiques, et ça peut vraiment changer la vie. Ça peut vraiment... parce qu'on est entouré de matériaux inertes. Autour de nous, là, dans le studio, tout ça, c'est mort. C'est complètement inerte, il ne se passe rien. Nous, on est en vie, mais autour de nous, tout est mort, quoi. Et dans notre ville, le béton qui fait tout est mort. Le bitume qui sépare la terre du ciel, tout ça, c'est mort. Et on est entouré de matériaux inertes. Enfin, morts, quoi. Enfin, pas vivants. Et si on faisait des matériaux vivants, si on faisait des routes où le bitume, il peut respirer, il peut filtrer de l'eau, il peut lui-même laisser sortir des trucs de la terre. Si nos maisons, les murs pouvaient aussi avoir cet aspect d'interface actif, de renouvellement, de recyclage intrinsèque dedans, ça veut dire que tous les matériaux vivants, intrinsèquement, sont destructibles, totalement destructibles et totalement réutilisables. Donc c'est ça en fait les objectifs des genres d'applications. C'est pas pour demain, mais c'est cette forme de circularité qu'on va essayer de mettre en œuvre avec ces matériaux. C'est trop intéressant. Ouais. Je pense du coup on arrive un petit peu à la fin du podcast. Une dernière question. Donc on a compris justement à travers l'épisode que les cellules artificielles n'ont pas pour seul but de recréer la vie, mais peut-être justement être réacteur ou vecteur d'application. Selon vous, du coup, quelles sont les applications ou les raisons qui vous parlent le plus en termes de cellules artificielles ?
C'est un peu ce que je viens de discuter, c'est-à-dire que c'est de réussir à changer en faisant des matériaux vivants, donc qui ont les propriétés que j'ai décrites de renouvellement permanent et donc d'adaptabilité et aussi d'interface avec l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la cellule, c'est pas la cellule qui est vivante, c'est la cellule dans son environnement. Aujourd'hui, notre société, elle impose son fonctionnement à l'environnement. Elle l'écoute pas, elle s'adapte pas à l'environnement. Oui. C'est l'environnement qu'on contraint à s'adapter à nous. On détourne les rivières et tout ça. C'est pas nous qui nous adaptons. Faire des matériaux qui sentent et s'adaptent à l'environnement. Des matériaux pour faire des maisons qui, quand sont dans des environnements humides ou secs, vont se comporter différemment. Donc c'est vraiment retrouver une connexion avec cet échange avec l'extérieur à travers ces types de matériaux sensibles. Donc c'est vraiment ça les applications qui m'intéressent et que je pense vont un peu changer potentiellement notre relation à l'environnement et même au vivant en général. Oui. On va regarder les propriétés du vivant d'une autre façon. Ça va nous permettre non seulement d'avoir des applications matérielles concrètes comme celles dont je parle, mais il y aura des applications psychologiques, de comment ça va changer notre manière de penser la production et la consommation et de façon d'avoir une relation avec les objets qu'on fabrique et de savoir ce qu'on attend d'un objet et comment on va sa durée de vie. Et tout ça, ça va changer quand on va manipuler des objets qui seront faits de matière vivante, je pense. Merci beaucoup pour cette réponse. Et justement, donc on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou une thématique qu'on n'a pas forcément abordée ? Ça revient un petit peu à ce que vous venez de dire, ce que je viens d'ajouter sur notre relation au vivant. Je pense que ce que vont faire les matériaux vivants avant d'exister, les cellules artificielles et les matériaux vivants en fait vont nous amener à repenser le vivant. Et je pense qu'on va changer notre façon de faire de la biologie. Je pense que les premières choses que ça va faire, c'est qu'aujourd'hui, la biologie est vraiment centrée sur la médecine. Donc en fait, c'est soigner les humains. Oui. Et en fait, en se déportant de cette question anthropocentrée de soigner les humains, mais de comprendre la vie, on va re-regarder la biologie, la diversité des organismes différemment. Donc je pense qu'on va essayer ça va nous permettre de changer de regard et de changer notre focus et nos axes de travail. On va aller notamment beaucoup plus s'intéresser, je pense, à la diversité de la biologie. Donc on va se dire, la diversité, c'est pas juste pour protéger tout ce qu'on est en train de détruire. C'est juste que c'est une information de savoir, ça, c'est tous les systèmes vivants différents, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils ont en commun, comment ce mécanisme a été utilisé différemment. Et en fait, on va aller s'intéresser à la diversité comme une source d'information pour mieux comprendre le vivant. Et donc, en fait, on va se retourner vers l'essentiel, c'est-à-dire pas nous. C'est vraiment l'essentiel du cœur de ce qui est vivant. Et déjà, le protéger pour être sûr qu'il n'y ait pas une bande de malades qui éradique la vie sur Terre. Et par ailleurs aussi pour mieux comprendre en fait le vivant en général. Et donc ça va nous faire de la biologie, de la vraie biologie fondamentale, de l'étude de tous les petits organismes, toutes leurs spécificités, ce qu'ils font, comment ils fonctionnent. Beaucoup plus d'attention à toutes ces unicellulaires qu'on regarde assez peu au regard de leur poids sur la planète. Un regard sur la diversité, sur l'importance de la diversité aussi. De ne pas trouver la cellule la mieux adaptée, mais l'intérêt de la diversité des cellules pour justement avoir cette robustesse pour répondre aux changements de l'environnement. Enfin, comprendre toutes sortes de mécanismes qui sont intrinsèques au vivant et qu'on n'a pas forcément bien intégrés, compris, mis en œuvre dans notre société où, à beaucoup de regards, notre société n'est pas vivante. On est vivant, mais typiquement, on est dans une forme de... Il y a par rapport aux critères qu'on a discutés, de croissance, de homéostasie, de régulation, d'interaction avec l'environnement, de transformation énergétique, sur toutes ces questions clés de c'est quoi les fonctions essentielles du vivant, vous mettez la société humaine en face et il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui va. Et donc, ça va nous faire changer notre société, je pense, notre façon de concevoir
les règles et les enjeux de notre fonctionnement de société, et ça va nous faire aussi regarder le vivant différemment, et ça, ce sera des changements sociétaux importants avant même les applications techniques, en fait. Je trouve que c'est trop intéressant et que ça répond aussi à nos auditeurs et auditrices qui, eux, partageaient un peu l'émotion que c'était quelque chose qui était relié à l'ego humain. Au contraire, je pense que c'est tout à fait l'inverse. C'est presque une démarche d'humilité de se dire on comprend rien à la vie, parce qu'on ne sait pas d'où c'est parti. Ouais. Et on se pose la question de ça part d'où, justement, parce que pour comprendre aussi ce qu'on fait mal. Aujourd'hui, je trouve que c'est presque, avec ce que vous dites, presque l'opposé en fait, que de l'ego et du désir juste un peu créationniste, si on peut dire ça comme ça. On arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup. Merci à vous, j'étais content de participer à cette discussion qui me paraît importante à avoir. Oui, merci beaucoup à vous. Merci. Les cellules artificielles constituent à la fois un défi technologique et éthique. C'est un sujet fort qui a besoin de vos réflexions d'experts et de non-experts, alors n'hésitez pas à écrire un commentaire pour continuer le débat ou encore à plonger dans notre page de ressources pour en apprendre davantage. C'est déjà la fin de cet épisode d'Erreur 404. On espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile ou d'inspirant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et en partageant autour de vous. Pour prolonger la discussion, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, TikTok ou LinkedIn sous le nom Erreur 404 Podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et curieuses et souvenez-vous, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. À bientôt sur Erreur 404.